Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce tout premier épisode de notre série de podcasts dédiée à l'opération Tandem. Autour de la table avec moi, Jean-Paul Viguier, architecte, Eva Jospin, artiste, et évidemment Muriel Carbonnet. Bonjour Muriel. Bonjour Colin. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que l'opération Tandem? Muriel, surtout vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais en fait c'est la Société du Grand Paris qui, dans le cadre du Grand Paris Express, a mis en relation des architectes et des artistes pour la réalisation d'œuvres dans les gares. C'est ça, Muriel? Tout à fait, Colin. Voilà, donc c'est une série de podcasts qui est dédiée à ce lien entre art et architecture, sur ce duo un petit peu éphémère mais à la fois éternel, puisque leur œuvre va perdurer. Et c'est tout cela que vous pourrez découvrir dans notre série Tandem. On commence tout de suite avec Jean-Paul Viguier et Eva Jospin qui sont avec nous. C'est la gare de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Muriel, c'est à vous. Jean-Paul Viguier, vous êtes aujourd'hui un grand architecte. Vous avez participé à de nombreux projets et si je ne m'abuse, vous avez soumis votre candidature au projet de la Grande Arche. Oui, c'est absolument vrai. J'étais à ce moment-là jeune architecte. J'étais très excité par ça parce qu'il y avait eu de nombreux échecs sur ce bâtiment. Il y avait d'autres présidents, notamment Giscard, qui avaient voulu faire un projet qui n'avait pas marché. Et là, on pensait que cette fois, la proposition de François Mitterrand allait marcher, d'autant qu'il proposait de construire un carrefour de la communication, c'est-à-dire de rentrer dans l'ère numérique, en fait, de faire rentrer l'ère numérique dans l'architecture. Et les architectes étaient déjà un peu là-dedans, puisque nous commencions à manier le dessin assisté par ordinateur, et donc de rentrer dans cette complexité qui mène aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ce bâtiment devait illustrer le passage à l'ère numérique. Ça s'appelait le carrefour de la communication. Et donc ça a été rendu et il y a eu 4 premiers prix. Il y a eu 2 premiers prix ex aequo désignés par un jury. Ce concours était tellement observé de partout que parmi les 2 premiers prix, c'était le président de la République qui devait départager le projet qu'il allait prendre. Et il a pris le projet de Prékelsen, que vous savez, pas le mien, donc. Mais je suis allé au bout de l'effort. Donc ça, c'était un premier effort. Et il y a eu un deuxième concours peu de temps après, qui était l'Opéra de la Bastille, qui a été lancé à la même chose. Concours ouvert, mondial, 800 projets rendus du monde entier. Et là, j'ai obtenu le premier prix du jury. C'est le plus grand nombre de voix du jury. Et on était 6 finalistes, et le président a choisi parmi les 6 finalistes, et il ne m'a pas pris, vous savez, non plus, pas deuxième fois. C'est bien dommage, d'ailleurs. Oui, c'est bien dommage. Et on a fait un très mauvais opéra, comme vous savez, moche, qui marche pas. On le sait bien, ouais. Qui n'a aucune inspiration, enfin, c'est vraiment raté. Et qui, en plus, n'a pas amélioré cette place, enfin, bon, qui n'a pas beaucoup de qualité. Et donc, et moi j'ai perdu pour des raisons parce que le ministère des Finances était alors en construction sur les voies de la Berge par Chemetov et Widouro, et le président détestait ce bâtiment. Il ne l'aimait pas du tout. Il détestait l'idée qu'on fasse passer le trafic automobile sous le bâtiment. Il appelait ça le péage. Donc. Et donc, moi, j'avais fait une disposition un peu identique parce que je pensais qu'il fallait avancer l'Opéra de la Bastille sur la place, il fallait pas l'enfoncer comme il a été fait, et il fallait créer un parvis d'accès pour le public devant, et majestueux, comme tous les opéras ont, hein, avec un parvis où on attend dans la ville avant de rentrer dans l'opéra, et pour ça, il fallait l'avancer. Et j'avais donc créé un escalier pour monter, et qui bloquait, cet escalier, la topographie des lieux lui faisait bloquer la rue de Lyon, et il fallait passer sous l'escalier, le trafic passait sous l'escalier. Donc, il a assimilé ce dispositif à celui qui n'aimait pas de Bercy, et du coup, il n'a pas pris mon projet. Et alors, après, il y a eu un troisième projet, qui est celui dont vous parliez, Muriel, parce que on avait dit au président, vous faites des grands projets d'architecture, mais pourquoi sont-ils tous à Paris? Vous devriez aussi regarder sur toute la France. Est-ce que vous faites un effort considérable sur l'architecture? Il y a certainement d'autres endroits en France que Paris pour développer cet effort. Et c'est comme ça que le Pont du Gard est arrivé, en disant regardez ce monument qui est une merveille absolue. Qui est resté depuis 2000 ans comme ça un point de regard et d'admiration par l'effort des Romains du premier siècle. Regardez, ce site est en ruine, il est dans un état épouvantable. Il faut le rénover, il faut informer le public, créer un musée d'archéologie, lancer donc un projet là-dessus. Et donc c'est ce qu'il a fait.
de la même façon, et celui-là, je l'ai gagné. On ne perd pas tout le temps, mais et qu'on se nourrit de ses échecs quand même. Donc, et comme je le disais, le beau béton blanc qui est bien mis en valeur au musée de l'archéologie. Voilà. Donc celui-là, moi, je n'en parle pas parce que ça n'est pas la peine, puisqu'on peut le voir. Donc, vous savez, les architectes se taisent à partir du moment où leur œuvre existe sur le terrain, parce que l'œuvre parle pour elle-même. Donc, tous les commentaires que vous faites sur l'architecture que vous avez construite ne servent à rien, en réalité. C'est l'œuvre parle pour elle-même. Par contre, il faut parler avant, parce que comme le bâtiment n'existe pas, il faut que vous ayez un discours convaincant, parce qu'il faut mettre d'accord énormément de personnes pour arriver à faire un bâtiment. Et j'ai fait ça. Et ensuite, il y a eu un deuxième projet aussi. Je vais plus vite parce que sinon on est passé la journée. Donc... et va dans s'impatienter. Donc, pas du tout, au contraire. Mais oui, c'est très intéressant. Bon, il y a eu donc un projet après qui a consacré un peu ses succès des concours présidentiels, qui était le pavillon de la France à l'exposition universelle de 1992 à Séville. Vous vous souvenez de cette exposition? Et donc là, pareil, il y avait un concours, mais qui était français cette fois. L'État n'avait appelé que des architectes français. On était une quinzaine d'architectes à avoir rendu les projets. J'ai gagné ce projet, je l'ai construit. Et donc ça a été pour moi le démarrage d'une position plus internationale, parce que ce pavillon, la terre entière l'a visité, quoi. Tous les gens qui venaient à Séville, et il y a quand même eu, je ne sais plus, mais plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont visité cette exposition, allaient voir le pavillon de la France. Donc voilà, donc vous voyez, le départ était comme ça. Alors après, il y a eu beaucoup de projets. Je vous en cite 3 ou 4 que vous devez connaître. D'ailleurs, il y a eu le parc André Citroën à Paris. Oui, bien sûr. Un projet pour moi très très important que j'ai fait avec Alain Provost, paysagiste, et Gilles Clément et Patrick qui était l'architecte qui était chargé qui est associé aussi, voilà. Donc on a fait ce parc, c'est une grande aventure. On a mis 10 ans à le faire. Moi j'ai beaucoup appris, et c'était la première fois, et ça aujourd'hui on pourra pas reparler de ça d'ailleurs. C'était la première fois que un architecte mettait les pieds dans le paysage, et se poser la question du lien qui doit exister entre l'architecture, le bâti, la chose formée avec des matières transformées, et la nature proprement dite, et quelle place cette nature allait occuper dans l'avenir dans les villes. Donc ça, c'était un grand sujet. On a fait un grand effort. Et tout de suite après, j'ai remporté le concours pour construire le siège de France Télévisions qui est à côté. Ça aussi, ça a été un sujet très compliqué, parce que la télévision, c'était l'époque où c'est une télévision d'État, une société d'État, et ça a été avec 2 chaînes dedans à l'intérieur, France 2 et France 3, qu'on a logé, et qui étaient en compétition l'une avec l'autre. Enfin, c'est compliqué. C'était un projet, et avec une grande visibilité, comme vous savez, puisqu'il a une grande façade sur la Seine, on le voit partout, ce bâtiment. Et après, quand j'ai eu perdu le concours du Carrefour de la Défense, l'État considérait que j'avais mérité quelque chose. Vous voyez ce qui était bon. À la fois, j'ai pas dit 1 million, mais je l'avais pas fait pour mériter quelque chose, je l'avais fait pour défendre une idée. Mais j'étais content quand même, parce que quand même les architectes vivent de commande. Vous savez, l'architecture est un art de commande, contrairement à la vie des artistes, qui est moi, je ne vis qu'avec des clients. Donc, j'ai des clients. Je suis pas des collectionneurs, j'ai des clients. Donc, et ces clients me demandent de répondre à 3 grandes dimensions de l'architecture. C'est qu'elle doit durer, la durabilité, l'architecture. Elle doit être utile, ce qu'elle sert à quelque chose. Et elle doit être belle, ce qui est la seule des 3 valeurs qu'on peut pas mesurer. Donc, mais je dois satisfaire à ces 3 valeurs si je veux réussir les projets. Et donc, les clients sont nécessaires à la survie des agences. J'étais content quand même. Et donc, on m'a confié un bâtiment qui est juste derrière TF1, que vous connaissez peut-être, qui était le premier grand atrium qu'on construisait en France, donc que j'ai livré en 89, et qui était le siège de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, oui. Ben oui. Voilà, donc à Boulogne. À Boulogne, c'est ça. Ah, c'est ça. Et après, c'est après ce projet que j'ai fait le centre de recherche du Gaz de France à Saint-Denis, qui est démoli maintenant, je vous ai parlé.
Voilà, donc ça c'est une première période. Après, il y a une période plus récente, plus proche de nous, qui est qui a été marquée par la livraison d'une tour à la Défense qu'on appelle Cœur Défense, qui était une commande pour moi terriblement impressionnante et qui a changé ma vie d'architecte, puisque c'était le plus grand projet d'Europe jamais commandé à un architecte. 2 tours jumelles avec un atrium. Parce que vous êtes allé dans ce bâtiment et il a été livré avec un destin assez proche d'une tragédie, puisqu'il a été livré le 13 septembre 2001. Ah oui. C'est-à-dire 2 jours après l'effondrement des tours, vous voyez, de New York. Donc c'était un bâtiment où il y avait énormément d'émotions, tout le temps. Voilà, donc ça c'était livré. Mais ce bâtiment quand même a marqué les esprits et m'a fait attirer l'attention des Américains. Et j'ai fait un concours pour la construction d'une tour à Chicago pour le compte d'Accor, le groupe hôtelier Accor North America, qui voulait construire un hôtel iconique, voulait faire une magnifique architecture dans le centre de Chicago, juste sur Michigan Avenue, qui est les Champs-Élysées de la ville. Si vous connaissez Chicago, vous êtes sûrement passé par là. Et donc, on a eu un concours et j'ai gagné ce concours. Et j'ai construit donc cet hôtel avec une tour de 105 mètres de haut, magnifique, blanche, qui est devenue iconique maintenant à Chicago et qui m'a fait connaître à Chicago, qui m'a amené plus tard à une deuxième commande, qui est la construction d'un musée d'art moderne, l'extension d'un musée d'art moderne au Texas, côté de Houston, qui est le McKinney Art Museum, que j'ai fait avec une très belle collection, et un discours sur la lumière, un peu dans la veine de ce que Renzo Piano avait fait à Houston, qu'on appelle la Menil Collection. Vous devez connaître ce lieu. Et j'ai construit une deuxième tour à la Défense, qui est la tour Majunga, qui est une tour en forme de zigzag, qui monte en zigzagant, et qui est la première fois à la Défense qu'on fait un bâtiment de grande hauteur avec des loggias et des ouvertures dans les façades. Et c'est une tour bleue sur le côté sud de la Défense. Vous la connaissez peut-être. C'est une tour. Oui, la tour Majunga, on a fait des articles dessus, bien sûr. Une tour de 200 mètres de haut. Voilà. Vous avez parlé du béton tout à l'heure, et il y a des bétons extraordinaires sur la partie centrale, la partie qui ont été mis au point à l'occasion de Majunga. Et là, je viens de livrer une troisième tour à la Défense, qui est la restructuration et la refabrication de la tour Aurore, qui était une tour des années 70, qui était fermée et abandonnée depuis des années. Donc ça c'est des bâtiments que l'on voit, vous voyez, d'une manière très spectaculaire sur le terrain. Et puis j'ai fait beaucoup de logements, des logements sociaux dans les villes nouvelles, le sujet du logement nous a beaucoup intéressés, toujours à l'agence. Et pour les architectes, faire du logement, c'est un travail très formateur. Toujours dans la mixité des matériaux, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Absolument. Donc, on a eu cette grande période des logements. À Paris, on a construit un grand ensemble de logements, vous connaissez peut-être, qui est à l'angle de la rue de la Convention et de la rue Le Courbe, avec des grands balcons dans le vide, comme ça, qui relient les blocs de logements. Et pouvez-vous nous parler, tout à l'heure on était en off quand on parlait avec tous les deux, vous pourriez me reparler un petit peu du béton justement et de la mixité des matériaux, ce que vous entendez par cette utilisation finalement? Oui, parce que là, nous, depuis quelques années, nous avons à faire face à un problème sur le climat, sur l'urgence climatique, sur le réchauffement climatique, sur la rareté des matériaux, sur la frugalité des œuvres maintenant. Tous ces sujets sont au cœur de notre production. Et donc, pour avancer là-dessus, il faut à la fois que l'architecte ait des positions assez éclairées, au sens où il faut qu'il revisite un peu la façon dont il travaillait. C'est ce qu'on a fait à l'agence ici, en faisant de la recherche notamment sur certains matériaux. Et il faut aussi qu'il revisite sa façon de travailler avec ses collaborations. C'est-à-dire que son rapport avec les ingénieurs, son rapport avec les constructeurs, de façon, vous voyez par exemple la tour à Bordeaux, elle est en bois, elle est en béton et en acier en même temps, et nous l'avons mise au point avec le centre de recherche d'Eiffage Construction. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul. Il fallait qu'un constructeur accompagne l'effort architectural
pour que chaque fois que nous imaginions une solution, nous puissions la tester et voir quelle était la réalité de la faisabilité de cette solution. Et nous avons construit une tour qui est très intéressante, je pense, à Bordeaux, qui utilise le béton, parce que nous avons à faire face à des tremblements de terre à Bordeaux et au contreventement de la tour, par conséquent, puisqu'il y a 6,2 sur l'échelle de Richter, ce qui est pas mal, ça commence à secouer. Ça commence à secouer, et le bois n'aime pas être secoué. Vous savez, les assemblages, quand vous les faites bouger, ils se défont. Et donc, il nous fallait un contreventant puissant. Donc les circulations verticales sont en béton, les planchers et les voiles sont en bois. Moi, je voulais que cette tour exprime la joie de vivre des gens qui habitaient à l'intérieur. Elle est magnifiquement située au bord de la Garonne. Vous voyez, il y a une vue sur Bordeaux à couper le souffle, là, à côté de la gare. Et pour ça, il faut créer des balcons, des terrasses, des loggias. Il faut que les appartements aient un rapport à l'extérieur et à la vue. Et donc, on a dessiné des balcons très, très grands, dont certains sont de 4,50 m de porte-à-faux sur le vide. Et ça, on n'arrivait pas à le tenir avec du bois. C'était trop, l'effort était trop important. Et donc, nous avons mis au point des systèmes bois-acier, dans lesquels l'acier collabore. Donc ça, c'est une structure mixte qui a donné lieu à des brevets qui ont été déposés par Eiffage, qui permet donc de satisfaire à des efforts importants qu'on imprime sur le bois en utilisant la collaboration de l'acier. Donc en réalité, dans cette tour, il y a du béton, il y a du bois, il y a de l'acier, et puis il y a d'autres matériaux aussi qui sur les finitions. Donc aujourd'hui, le travail s'exerce dans cette recherche d'équilibre entre différents matériaux, de façon à atteindre des bâtiments vertueux, qui utilisent la matière le moins possible, qui soit frugal. Et donc ça a été une voie nouvelle qu'on a empruntée à l'agence sur ces questions, et on est devenu maintenant un leader en utilisation du bois. On vient de livrer un bâtiment à Batignolles, qui est un bâtiment de bureau, et qui est pratiquement en énergie positive. C'est-à-dire que non seulement il y a des moments où il ne consomme pas d'énergie, mais il en produit. Et vous voyez, il a une bonne allure, les gens sont heureux à l'intérieur, donc c'est possible de faire des choses comme ça. Donc, et de faire chuter considérablement l'impact de la construction sur les ressources de la planète. Donc ça, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, mais on ne perd pas quand même l'idée qu'il faut accomplir ces performances, mais il faut garder le message artistique, le message que l'architecture est capable de proposer. Elle n'est pas uniquement faite de performances environnementales, elle est aussi faite de propositions culturelles et architecturales importantes pour qu'on éprouve le plaisir d'y vivre, de la regarder, et qu'elle dure dans le temps. Voilà. Alors, on va laisser la parole à Eva qui va se présenter également. Désolé Eva, c'était très intéressant. C'est très intéressant, Jean-Paul. Et après, vous rebondirez sur la gare du Kremlin. Oui, parce que je disais Eva je suis allé voir, je ne sais pas si vous l'avez fait, l'exposition qu'il y a à la Chaillot. Au musée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Voilà, il y a une exposition sur le Grand Paris. Oui, tout à fait. Non, sur les gares. Oui. Ça a ouvert, c'était mardi, j'ai pas pu y aller encore. Mais j'y vais parce qu'en plus, il y a notre projet. J'ai vu les photos de la maquette et tout ça. Donc, voilà. Oui, je sais. Non, mais j'ai reçu toutes les photos de l'installation, la maquette, et puis il y a un bout enfin, il y a un mur aussi travaillé en béton. C'est très chouette. C'est très chouette. Ouais, c'est super. Bon voilà, Eva, vous allez vous présenter à votre tour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et ceux qui aimeraient avoir plus de renseignements sur vous, sur votre pratique de l'art, sur votre matériau de prédilection qui est le carton. Mais comme vous l'avez dit à Béton le magazine déjà, de par un interview, ce qui vous intéresse dans le béton, c'est qu'à travers le moulage, il restitue votre matière carton. Donc du coup, vous avez une petite, un petit amour pour le béton aussi que vous avez utilisé dans les folies et les nymphées. Donc voilà, présentez-vous Eva. Donc je suis Eva Jospin, je suis artiste, je fais principalement de la sculpture, même si je dessine aussi. C'est toute une part du travail maintenant qui devient un travail d'œuvres brodées, dont certaines très monumentales.
D'ailleurs, la prochaine sera exposée dans l'orangerie du château de Versailles et fera 105 mètres de long. Donc, on est dans des dimensions assez, oui, assez imposantes. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie brodée. C'est vrai que là, sur la gare d'Hôpital Bicêtre, l'œuvre va finalement s'intégrer à la façade et elle sera en béton et bronze. Mais en effet, le béton et le bronze sont produits à partir de moulage de toute la sculpture en carton. Et c'est vrai que le moulage permet comme ça de restituer l'empreinte des matériaux qu'on moule et donc de transposer cette forme et cette matière que j'aime travailler dans d'autres matériaux. Donc c'est particulièrement intéressant d'observer un peu toutes ces possibilités. Pour revenir un peu sur la question du béton, moi, j'ai une affection pour ce matériau en général, même si en effet, il pose des problèmes aussi par rapport à la construction aujourd'hui et à toutes les problématiques écologiques, évidemment. Mais il a quand même un grand avantage, le béton, c'est que c'est un matériau qui vieillit très bien et qui peut recevoir sur soi des éléments que moi j'adore, comme le lichen par exemple, et avoir un vieillissement qui va être assez proche de la pierre par exemple. Et c'est vrai que dans l'utilisation des matériaux plus modernes en construction, il y a beaucoup aussi de choses avec finalement du plaquage, métal, des matériaux qui, je ne suis pas certaine qu'ils vieilliront si bien. Alors que le béton justement a cette propriété de se voilà j'ai envie de dire de se patiner, mais en tout cas de bien vivre avec les éléments, l'eau, l'air, et d'avoir une vie vraiment intéressante. Enfin, moi, c'est pour ça que c'est un des matériaux un matériau qui me plaît énormément. Voilà. Et alors après, on va peut-être un peu parler du projet De la gare, oui, vous de la allez. gare. Tout à fait. La gare en particulier, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, quand moi je suis arrivée sur le projet, Jean-Paul avait déjà réalisé les plans et le projet de la gare, c'était déjà très avancé. Et donc la question, c'était plutôt de venir épouser le bâtiment, qui est une chose que j'aime faire et que je vais pas dire l'habitude, mais en tout cas que j'apprécie à travers d'autres projets que j'ai pu faire, comme quand j'ai fait une installation dans la cour carrée du Louvre, ou même la façon dont j'interviens maintenant dans mon exposition au Palais des Papes. Enfin, en fait, à Avignon, la question du lieu dans lequel les œuvres vont venir prendre place et la façon dont il va y avoir une rencontre, c'est quelque chose que j'essaye de travailler dans chaque exposition. Et donc, j'ai réfléchi à ce bâtiment en me disant, mais comment on peut se rencontrer en fait? Et donc, j'ai proposé à Jean-Paul d'intervenir sur la façade et j'ai trouvé que c'était extrêmement généreux de sa part d'accepter qu'une part de la façade, donc qui est quand même la signature d'un bâtiment pour un architecte, soit contaminée ou transformée par une œuvre qui va quand même l'épouser, parce que la façon dont l'œuvre intervient, elle remplace en fait deux grands panneaux de façade sur la gare, mais du sol au plafond, enfin du sol à la toiture. Et donc, c'est pas comme un bas-relief où on se dit, ah ok, là, il y a une sculpture. C'est plus ambigu que ça. Et justement, il y avait en fait dans l'idée de l'œuvre l'envie de raconter finalement un peu de façon un petit peu métaphorique ce qu'est un énorme chantier, et notamment un chantier du métro, c'est-à-dire parce qu'en fait on excave beaucoup, il faut creuser, donc j'avais envie de travailler justement sur l'aspect un peu troglodyte du bâtiment et faire apparaître une forme qui soit peut-être celle qui précède la construction et qui ait une ambiguïté sur est-ce que c'est une espèce de paroi ou falaise ou murs recreusés, minéraux recreusés, et puis on a construit le bâtiment autour, ou au contraire, est-ce que ça vient s'ajouter? Évidemment, ça vient s'ajouter, puisque c'est ça l'idée de l'œuvre, enfin le geste de sculpture.
mais toujours en créant cette espèce d'ambiguïté et de fiction finalement. Voilà, et donc ça a été un peu ça ce que j'avais en tête en proposant ce projet et en étant aussi très heureuse que Jean-Paul me fasse une place sur sa façade. Voilà. Mais j'ai lu que vous vous étiez inspiré du film de Fellini Roma. Oui, alors Alors, après, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu non, mais plus? en fait, quand je dis je me suis inspirée, on ne peut pas s'inspirer d'un film, Oui, mais j'aimais beaucoup cette image. Dans le film de Fellini, il y a une scène où il creuse justement sous la terre. Donc déjà, ça nous montre aussi la réalité de ce qui se passe sous les villes, en fait, cette espèce voilà, ces tunnels, ces excavations. Alors, on sait qu'il y a les égouts. Nous, ici, à Paris, on a les catacombes. Mais il y a aussi, voilà, il y a l'idée de la ville souterraine. Et évidemment, quand on travaille à une gare d'un métro, on est en fait dans les points de sortie. Mais il y a un réseau en dessous. Vous êtes juste le point de sortie du réseau. Donc, je trouvais intéressant d'imaginer ce qui se passe sous terre. Et c'est vrai que dans Fellini Roma, il y a aussi ce problème enfin, que tout le monde connaît très bien, puisqu'il est, c'est quelque chose qui est très connu, c'est que quand on creuse à Rome, là, on trouve immédiatement quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de métro à Rome, parce qu'il faut progresser extrêmement lentement, parce que dès qu'on creuse quelque chose, eh ben, on tombe sur un vestige, une archéologie, etc. Et ça rappelle de façon extrêmement précise et concrète la façon dont la sédimentation se produit. Et pour moi, c'est très important aussi parce que comme je suis un peu fascinée, pas seulement par la forêt, mais aussi par la question de la minéralité, la sédimentation rocheuse et ce process de sédimentation est souvent ce qui nous a donné le plus d'informations sur nous-mêmes. Donc sur nous-mêmes, sur les villes du passé, sur les formes du passé que nous ne contenons pas très bien dans la mémoire écrite ou dans la mémoire parlée. Parce que finalement, les traces s'effacent extrêmement rapidement. Et cette sédimentation, ce process aussi de fossilisation des choses, c'est aussi ce qui nous a donné la connaissance de la vie sur Terre et de la vie qui nous a précédés. C'est-à-dire que sans ce processus de fossilisation, on ne pourrait pas savoir quelles étaient les premières formes unicellulaires, qui a eu des dinosaures. On aurait la même ignorance qu'il y a quelques siècles sur l'origine de la vie. Et donc, voilà, la pierre, la minéralité et les sous-sols sont en fait, ce sont des bibliothèques en fait, ce sont des lieux de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut profondément et c'est pour ça que j'ai un lien particulier avec l'architecture. Alors, peut-être je parlerai rapidement de mon parcours parce qu'il y a un petit point commun avec Jean-Paul. Mais j'ai un lien particulier avec l'architecture et notamment, c'est vrai, j'avoue, quand il y a le lien à la carrière, en fait, parce qu'il y a cette idée de blocs de temps qui reprennent une autre forme sous la main des architectes ou des sculpteurs, mais où, au fond, on pourrait aussi peut-être trouver une concrétion, quelque chose de l'histoire de la Terre. Et ça, moi, je trouve ça vertigineux et beau. Et voilà. Et je trouve que le béton, qui est un matériau moderne, contient quelque chose de la trace aussi. Trace que j'ai pu observer, par exemple, quand j'étais à Rome, comme j'ai un peu une fascination aussi sur les nymphées et les grottes, j'ai été visiter un nymphée qui est juste à côté du Colisée, mais qui est en fait, il y a une petite porte en fer et puis on descend un escalier en colimaçon et on se retrouve dans ce nymphée. Et il est coupé en deux, parce qu'en fait, il n'y a qu'une partie du nymphée avec les niches, et vous pouvez encore voir des moules à l'intérieur, donc ces décorations de coquillages ou de crustacés qu'on mettait dans ces formes, de ces formes de nymphée. Mais il est coupé en deux par par un espèce de mur qui ressemble à un mur de béton, où il y aurait les traces de coffrage de bois. Voyez, parce que vous voyez les veines du bois d'un coffrage de béton. Et donc, je pense que ça, c'est une construction moderne et absolument pas, ce sont les fondations du Colisée. Donc, le coffrage avec quelque chose qui n'est pas encore le béton, c'est un autre mélange,
Eh ben, c'est en fait une technique de la construction qui est très, très ancienne et aussi émouvante parce que quelque part, ben, voilà, c'est l'empreinte. Et cette empreinte que le béton permet, eh ben, elle est aussi potentiellement un futur vestige ou une future trace qui nous racontera quelque chose sur la construction, sur une époque, sur un autre temps, et comme une chose comme ça, instantanée, figée. Et ça aussi, c'est pour moi très poétique, quoi. Voilà. J'allais dire comment vous vous êtes rencontrés, mais allez-y, Eva, je vous en prie. Oui, non, voilà. Ben, comment on s'est rencontrés, c'est très simple en fait. Hein. Peut-être que Jean-Paul peut en parler parce que moi je crois, hein, c'est dans mon souvenir, ça se passait comme ça. C'est ils m'ont proposé de travailler sur une gare, mais je crois qu'avant qu'on me propose la gare d'Hôpital Bicêtre faite par Jean-Paul, je crois qu'on lui a proposé des artistes. Enfin, il fallait que ça lui plaise à lui. C'est-à-dire qu'en amont, on lui a demandé si ça pouvait l'intéresser, qu'on se rencontre. Ce qui est très logique parce que ce serait vraiment triste que l'architecte qui va construire la gare ait pas une sensibilité avec l'artiste qui pourrait intervenir à l'intérieur de son bâtiment. Donc ça, je crois, si Jean-Paul pourra le confirmer, mais il me semble qu'on lui a d'abord montré mon travail avant d'organiser cette rencontre. Voilà. Oui, c'est absolument vrai. Effectivement, mais moi, je sortais d'une expérience pas identique, mais dont les paramètres étaient à peu près les mêmes. C'est quand j'ai construit la tour Majunga à la Défense, on m'a proposé des artistes aussi parce que il fallait en bas dans le lobby qui est très spectaculaire, il fallait installer une œuvre. Et j'ai rencontré Fabienne Verdier à l'époque, qui était, oui, bien sûr. qui était là, et Fabienne est venue sur le lieu, et elle a tout de suite établi un lien entre une œuvre possible dans ce lien et les forces qui étaient exercées sur le béton. Je vous avais parlé de Muriel tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le lobby de cette tour, vous avez des piliers qui prennent entre 1500 et 2000 tonnes de charge, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un espace qui est vide, mais qui en réalité est balayé par des forces tectoniques que vous ressentez, mais que vous ne voyez pas. Et donc, ça, un artiste est très sensible à ça. Et Fabienne Verdier était bouleversée par cette impression d'avoir au-dessus d'elle une charge aussi importante qu'elle ne voyait pas. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie, que j'ai voulu travailler avec elle pour faire, je ne sais pas si vous avez vu cette œuvre picturale qu'elle a faite, qui est gigantesque, qui fait 16 mètres de haut sur 12 mètres de large, qui est une espèce de truc impressionnant, où elle a mis 1 an pour faire ça. Et voilà. Et quand j'ai vu le travail d'Eva, j'ai eu un peu la même réaction. Je me suis dit, là, on va travailler sur des tréfonds, c'est-à-dire qu'on travaille... ce métro, c'est une excavation de la ville extrêmement spectaculaire. Hein. C'est un effort que peu de villes dans le monde ont accompli. Et même Paris dans le passé, là, l'effort est considérable. Si vous allez à l'exposition, d'ailleurs, vous allez voir sur le parvis de Trocadéro, il y a la roue qui est exposée. La roue qui fait plusieurs dizaines de tonnes, qui est exposée pour réaliser le tunnel, quoi. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Et en plus, c'est magnifique. C'est que cette roue, c'est une œuvre d'art en soi, quoi. Et donc, j'avais ce rapport à la nature, au tréfonds, à ce qui se passe en dessous, à l'intervention, au lien entre le dessous et le dessus. Parce qu'une gare, c'est ça. Ce que vous voyez en réalité, c'est ce qu'on appelle le BV, d'une manière très triviale, ça c'est la RATP qui appelle ça comme ça, bâtiment voyageur, hein. C'est-à-dire ce que vous voyez à l'extérieur n'est en réalité qu'une petite partie de toute l'installation. La grande partie du travail est en dessous et vous ne le voyez pas. Et vous voyez une petite chose qui émerge comme ça, qui sert à accueillir les voyageurs, à les protéger de la pluie, à les diriger dans leur voyage, mais en réalité c'est tout petit par rapport aux quais, aux installations techniques, aux voies qui traversent cet édifice, à la quantité énorme de matière que nous avons construite en dessous et qui connecte ce tunnel qui va faire plusieurs dizaines de kilomètres de long, quoi. Donc c'est un peu miraculeux, je trouve, cette histoire. Donc, le travail d'Eva me paraissait complètement illustré artistiquement, alors cette fois non plus architecturalement, ce qu'elle vient d'expliquer, c'est-à-dire ce rapport à la matière,
aux fossiles, aux choses que l'on trouve en dessous, à l'histoire, au palimpseste, c'est-à-dire qu'on continue à reconstruire perpétuellement des choses sur ce qui existait avant, et ainsi de suite. Et c'est l'histoire du pont du Gard aussi que je vous ai raconté, hein, puisque le béton du pont du Gard, je vous ai expliqué, Evan, tu n'étais pas arrivé encore, mais j'ai expliqué que le béton du pont du Gard qui sert à faire le musée d'archéologie est fait à partir des sables et des graviers de la rivière qui passe sous le pont du Gard. C'est-à-dire que le travail sur l'architecture, en réalité, est une sorte de modelage avec des matières, mais avec des matières qui sont prises sur le site. Moi, ce qui m'a attiré sur le projet du pont du Gard, c'était aussi ce rapport à l'archéologie, c'est-à-dire le fait que on puisse, à partir de traces et à partir d'éléments ou d'objets trouvés ou de matières prélevées sur le site, puisqu'il y a aussi des carrières phénoménales au pont du Gard, au moulin, qu'on puisse expliquer le sens de cette œuvre, c'est-à-dire comment les Romains ont réussi à faire quelque chose d'aussi spectaculaire. En réalité, alors qu'on ne leur demandait pas, mais ils voulaient le faire pour expliquer, pour convaincre sur l'utilité de la conquête, en réalité, les populations qui habitaient cette région à l'époque. Donc ça, c'est très impressionnant. Et alors l'autre élément aussi, et ça, je ne sais pas, ça n'en a jamais parlé, mais l'autre élément, c'est que dans ma vie, je vous ai dit que j'avais une période américaine, et il y a un moment où j'ai travaillé à Los Angeles, et j'ai côtoyé Frank Gehry à ce moment-là, et Franck avait des étudiants, et il essayait de leur apprendre à ces étudiants les capacités de la matière, les capacités inattendues de la matière. Et il utilisait du carton ondulé pour faire ça. C'est-à-dire que c'est pas mal, hein. On revient au carton. Et donc le premier exercice que Franck imposait à ses étudiants, c'est de leur dire, regardez, voilà, je vous donne des plaques de carton ondulé. Et avec ces plaques, vous voyez, elles ne tiennent rien. Alors il les faisait bouger comme ça, il appuyait dessus, on voyait qu'elles s'enfonçaient quand on appuyait dessus. Eh bien, si vous les mettez d'une certaine manière, vous allez voir ces plaques de carton ondulé qui ne donnent aucune indice de résistance a priori, vont vous permettre de construire un fauteuil sur lequel vous pourrez asseoir une personne de 80 kilos. Et alors, c'était ça le premier exercice. Alors, les étudiants disaient, c'est pas possible, on peut pas faire ça, c'est pas possible, du carton. Il disait, si, c'est possible. Et lui, il avait fait évidemment l'exercice avant. Il y avait dans son bureau, à Santa Monica, il y avait un fauteuil fait avec du carton ondulé assemblé sur lequel on pouvait parfaitement s'asseoir. Et il tenait sans problème 80 kilos. Donc ça, c'est les bonnes surprises de la matière quand vous la mettez dans certaines conditions, quoi. Et ça, c'est toute une histoire qui mène à l'architecture, parce que c'est ce que je fais moi tous les jours, en prenant de la matière, mais en la transformant pour la mettre au service d'une forme, d'une utilité, d'un usage. Voilà. Et ça, je retrouvais ça dans le travail d'Eva, cette façon de travailler. Et là, on avait un problème particulier, c'est que ce carton, on voulait le mettre à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire il devait tenir aux intempéries, c'est-à-dire affronter. Et ça, c'était pour une œuvre d'art un challenge, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'une œuvre d'art est capable d'affronter les redoutables choses que l'architecture, elle, a affrontées tous les jours? C'est-à-dire qu'un bâtiment, il doit tenir dans le temps, il doit tenir à la pollution, à la pluie, au froid, au chaud. Toutes ces choses-là agressent l'architecture tout le temps, et il faut qu'on sache prendre les dispositions pour que ça dure, quoi. Donc, et là, oui. on a partagé ça avec Eva, et je trouve que moi, c'est très attachant ce qu'on a fait. C'est vraiment quelque chose de très... J'espère que le public l'appréciera aussi, parce que c'est assez rare, quoi, de trouver cette sorte de fusion de deux mondes qui ont des objectifs des différents, qui ont des discours différents sur l'art et sur la matière, mais qui à un moment se rencontrent pour faire quelque chose en commun, quoi. Je trouve ça formidable. Mais c'est vrai, et je trouve qu'il est intéressant aussi, moi j'ai un peu comme ça souvent cette envie de parler de l'état de la potentielle métamorphose des sujets ou des matériaux, et c'est vrai que pour mon œuvre, en fait, j'ai voulu utiliser les mêmes matériaux que toute la façade, justement pour jouer sur l'idée de forme à partir du même. Et donc, on a fait des tests pour voir si on pouvait obtenir la définition suffisante en utilisant donc du BFUB, puisque toutes les façades du bâtiment sont en BFUB, donc c'est
un béton très, enfin, chargé en fait pour qu'il ait une résistance beaucoup plus élevée que le béton normal, et il est chargé en fait de petits éléments comme ça de métal. Et je me posais la question de savoir comment ça allait réagir si on faisait un moulage où il faut qu'il y ait une empreinte extrêmement précise et minutieuse. C'est aussi le beau processus aussi de la création en général, c'est aussi d'explorer des nouvelles voies et sans savoir quel va être le résultat et si on va pouvoir obtenir le résultat qu'on cherche et avoir des bonnes surprises en se disant ah bah oui, ça marche très bien, donc on peut utiliser exactement le même matériau, et donc il va y avoir une continuité aussi sur la façade, au moins sur les matériaux, et puis tout d'un coup la forme change, mais le matériau lui reste unique en fait et reste commun. Donc ça, je trouvais que c'était très intéressant. Et puis pour revenir aussi sur la question du carton, je disais un peu avant que j'avais aussi des petits points communs, même si c'est très très léger avec Jean-Paul, c'est que moi, avant de rentrer aux Beaux-Arts, juste en sortant du bac, j'ai fait 1 an d'architecture, puis j'ai arrêté pour préparer le concours des Beaux-Arts et je suis rentrée aux Beaux-Arts. Et évidemment, le carton, c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question du carton, c'est un élément qui est extrêmement présent dans les ateliers, mais presque plus en archi qu'aux Beaux-Arts quelque part, parce que c'est un matériau très peu coûteux, et comme faire des maquettes, aller chercher des matériaux un peu jolis pour les maquettes, pour les étudiants, souvent c'est cher, donc le matériau, le matériau du carton, c'est le premier matériau que vous pouvez utiliser pour essayer de donner une forme à votre idée, en fait, comme un croquis, mais en volume. Et donc, c'est vrai que c'était un matériau qu'on utilisait comme ça dans les ateliers, qui traînait dans les ateliers. Et par ailleurs, moi, j'étais en architecture dans une école qui est maintenant devenue le Malaquais, mais à l'époque, c'était UP9. Et donc, on était juste à côté des Beaux-Arts, rue Jacques Callot. Mais il y avait, en fait, UP9 était une des seules écoles d'architecture, ou même la seule école d'architecture à Paris, qui avait gardé le principe des beaux-arts, c'est-à-dire le principe du chef d'atelier. Ce que vous avez quand vous allez aux Beaux-Arts de Paris, l'école fonctionne avec un chef d'atelier, ce qui est assez rare parce que la plupart des écoles de Beaux-Arts ne fonctionnent plus comme ça non plus. Et ça, c'est comment dire, c'est un reste, entre guillemets, de l'organisation qu'il y avait aux Beaux-Arts de Paris avant cette fameuse scission. Et donc, moi, j'ai été dans des locaux comme ça où, par exemple, tous les cours de morphologie ou de nu qu'on faisait en architecture étaient dans les amphithéâtres de Beaux-Arts. Et quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, eh ben, pareil, ces cours-là étaient dans les mêmes amphithéâtres. Donc, on avait aussi des lieux en commun qu'on a partagés. Et avant cette fameuse scission, puisque avant l'école des Beaux-Arts réunissait peinture, sculpture et architecture. Et ça me fait penser à une réflexion assez aussi amusante, c'est de penser que finalement, il y a cette scission en 68. Alors évidemment, je ne connais pas toute l'histoire dans les détails, pour que finalement, on recrée cette école d'architecture en convoquant le Bauhaus, mais le Bauhaus parle finalement de la convergence des métiers. Donc c'est assez étonnant en fait, on change une école pour finalement rendre étanche cette frontière peinture, sculpture, architecture qui n'a plus été commune, mais finalement pour s'inspirer en architecture d'une école qui, au contraire, a voulu mélanger la question de l'artisanat et de l'art et de l'architecture pour croiser justement tous ces éléments. Et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que, par exemple, pour citer l'exposition qui est en cours en ce moment au Palais des Papes, que j'ai appelée Palazzo, dans l'idée aussi de réfléchir à ce qu'est la pensée d'un palais. Et la pensée d'un palais, c'est évidemment le croisement aimé d'un palais ou de n'importe quelle architecture d'ailleurs, mais encore plus clairement dans un palais, puisqu'il y a aussi de l'ornement et de l'art. Mais c'est évidemment le croisement de corps de métiers très différents et d'un mélange entre les architectes, les artisans et les artistes qui vont travailler tous ensemble dans la structure et la forme et l'ornement d'un lieu, en fait. Voilà. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a quand même une question comme ça sur l'architecture et sur aussi cette formation que sans avoir vraiment continué. Mais en tout cas, ces lieux et ces réflexions, ça me parle parce que c'est des lieux que j'ai arpentés aussi. Voilà.
Et donc, finalement, les œuvres tandem, ce qui a été lancé par le Grand Paris Express, vous convient parfaitement, quoi. C'est le parfait tandem entre l'architecte et l'artiste. Bah, je pense que oui, c'est vrai que tout le projet tandem, mais en général, la sensibilité, en tout cas, de pas mal d'architectes ou de promoteurs aujourd'hui pour réintégrer l'art dans les bâtiments au moment de leur conception, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. C'est le retour sur une pratique qui a toujours été faite depuis des milliers d'années. Donc, je trouve ça très intéressant que cette scission, finalement, s'efface. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai eu des expériences avec un promoteur comme le groupe Emmerich qui font des œuvres systématiquement. Dans chaque bâtiment, il y aura une œuvre. Et c'est comme ça qu'on a pu faire. Oui, c'est ça, c'est un immeuble, une œuvre, mais c'est comme un espèce de 1% artistique, mais que le privé, j'ai pas envie de dire s'impose, mais en tout cas promeut. Et ils ont même créé donc cette charte un immeuble, une œuvre pour réintégrer et intégrer les projets artistiques dans tous les projets. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que, en fait, j'ai quand même l'impression que, en fait, il y a plusieurs vies pour les œuvres. Il y a la vie chez les collectionneurs, dont on parlait, les fameux commanditaires que nous n'avons plus, mais qui sont des collectionneurs, même si parfois les collectionneurs peuvent être des commanditaires aussi, même pour moi. Les musées, il y a les expositions, mais en fait, la question de l'architecture et de l'art, elle est assez formidable parce qu'une partie de ce qu'on conserve est due à la volonté de conserver, mais une partie aussi est due au hasard. Et les bâtiments peuvent être des formes d'écrins qui protègent les œuvres, en fait. Ou alors peut-être les œuvres peuvent protéger les bâtiments parce que parfois on se dit qu'une œuvre est tellement importante qu'on ne va pas détruire ce bâtiment, mais on peut aussi par hasard garder une œuvre qui aurait pu être détruite parce qu'on garde ce bâtiment. Donc il y a parfois comme ça un mélange assez sain dans notre et un peu hasardeux aussi qui fait que ce sont des écrins pour notre une forme de possible conservation. Après, on n'a jamais la sécurité, on ne sait jamais ce qui va être conservé et ce qui ne sera pas conservé. Mais ça peut être le cas, et quand c'est le cas, c'est formidable. Avant de conclure cet épisode, Jean-Paul Viguier, avez-vous quelque chose à rajouter sur la construction de la gare du Kremlin-Bicêtre ? La gare, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a un effort de gare qui est démontré là dans l'exposition actuellement, qui est très impressionnant. Hein. Et moi, sur ces gares, j'en avais fait 3 dans la première version, qui était la gare de Bois-Colombes, la gare de Bécon-les-Bruyères et la gare de Kremlin-Bicêtre. Voilà. Et comme vous le savez peut-être, c'est expliqué dans l'exposition d'ailleurs, la première partie de cet effort de production des gares a été jetée au panier. C'est-à-dire que quand le Grand Paris a fait le bilan des coûts que représentait cet effort, il a trouvé que le coût était trop élevé, que la méthode n'était pas bonne, et donc d'une manière assez étonnante, tout cet effort a été, nous avions produit des gares qui avaient donné lieu, un peu comme on le voit dans l'exposition, à des maquettes, des dessins, du travail, et tout ça a été jeté. Et le Grand Paris a décidé qu'il fallait partir sous une autre forme, qui était d'associer un constructeur au concepteur, aux architectes et aux artistes en l'occurrence, pour repartir avec une maîtrise des dépenses beaucoup plus contrôlée. Voilà. Et donc cette gare de Kremlin-Bicêtre est assez extraordinaire parce qu'elle est un peu passée entre les gouttes de cette mutation quelquefois pas très heureuse, mais enfin, puisqu'elle était faite pour la RATP et que la RATP, elle, avait en charge la construction de la ligne 14, dans laquelle elle avait ses projets, ses architectes, et qu'elle avait nullement l'intention de changer ce qu'elle avait organisé dès le début de cet effort. Et donc cette gare, en réalité, elle a survécu à ce bouleversement qu'on est en train de vivre sur les autres, et donc là, moi je fais d'autres gares, mais celle-là, elle est particulière parce que, je dirais, elle a été faite dans des conditions d'architecture que je trouve beaucoup plus authentiques. Vous voyez, maintenant, on est plus près des coûts, des techniques, du marché, des choses comme ça. Donc
On pourrait penser que cet effort va amener sans doute à ce que ce soit construit, ce qui est une bonne nouvelle, mais que l'effort artistique et l'effort conceptuel a été un peu mitigé par l'ensemble des contraintes auxquelles on doit faire face maintenant. Et pas la gare de Kremlin-Bicêtre. Celle-là, elle est restée avec la grande pureté de sa conception originale. Donc voilà. Et donc, moi, j'y tenais beaucoup à cette gare. Et donc, elle a cette première qualité. Ensuite, elle est entre trois communes, c'est-à-dire qu'elle associe, Gentilly, elle associe, bien sûr, Kremlin-Bicêtre, et elle est au bord. Elle a une autoroute qui lui passe dans les pieds, comme ça, qu'on ne voit pas. Et elle est au bord d'un hôpital. Donc, elle a une position tout à fait originale aussi dans la ville et dans les trois villes qui vont l'utiliser. Et elle est multimodale, c'est-à-dire qu'elle est faite pour changer de mode de transport, ce que moi je pense que dans l'urbanisme des villes du futur sera absolument indispensable de mettre en place, c'est-à-dire que une personne dans sa vie n'utilise pas, comme c'était le cas dans le passé, un seul moyen de transport pour se déplacer. C'est-à-dire que la mobilité des personnes devra faire partie d'une offre selon ce que vous allez faire, à quel moment vous allez le faire et quel est le but de votre visite, quoi. Vous pouvez partir en vélo le matin, continuer en métro, prendre ensuite un taxi pour continuer votre course et rentrer chez vous avec le RER. Vous voyez, donc et prendre une voiture parce que le soir vous allez dans un endroit impossible en banlieue et qu'il n'y a pas de train pour l'atteindre sinon de prendre sa voiture. Donc tous ces modes de transport vont constituer une espèce d'offre maintenant. Et on a tort de stigmatiser une offre plus que par rapport à une autre. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas ce discours qu'on tient d'opprobre sur la voiture, qui en plus a changé considérablement et ne pollue plus rien maintenant, et encore moins quand elle sera complètement électrique. Toutes les offres doivent être à disposition, et c'est finalement les gens qui se déplacent, qui choisissent, en fonction de ce qu'ils ont à faire, l'offre qu'ils utiliseront. Et cette gare permet ça. On peut arriver à métro, on peut repartir en taxi, il y a des bus à côté, etc. C'est une gare qui a été conçue pour être multimodale. Et donc, je la trouvais particulièrement moderne de ce point de vue. Voilà. Et enfin, moi, je voulais faire une architecture très sobre. On a vu beaucoup de formes dans les gares. Et on a l'impression souvent que les architectes ont peur qu'un petit objet ne soit pas assez grand pour traduire la qualité de l'architecture de son auteur. C'est-à-dire que, en réalité, la taille de l'objet par rapport à la qualité architecturale n'est pas correcte, n'est pas totalement corrélée. Vous voyez, moi, je me souviens toujours de ces propos que tenait Mies van der Rohe quand il a fait l'université à Chicago, le IIT, Illinois Institute of Technology, où il a fait des grands bâtiments. Et puis il a fait une toute petite chapelle à côté, même petite, qui fait 80 mètres carrés, qui est juste à côté. Et tout le monde lui disait, il y a des gens qui lui disaient, mais finalement, cette petite chapelle, c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux. Alors il n'était pas fâché du tout, et il disait, voyez, elle est petite, mais elle est grande. Voilà. Et donc, je pense que la sobriété d'une forme et la modestie quelquefois, mais en même temps l'ambition de l'idée qui est contenue dans un projet, même s'il est petit, doit être affirmé. Et donc cette gare était petite, et moi je voulais qu'elle soit grande. Et pour ça, il fallait être impeccable dans les tracés, la composition, l'utilisation des matériaux, l'éthique de cette gare. Donc on a du bois sur la charpente, on a une plaque de verre dessous qui va filtrer la lumière et qui va donner qui va enlever cette impression de sous-sol que l'on va avoir quand on va descendre. Vous voyez, on aura les rayons de lumière qui vont bouger dans la journée. La toiture va jouer un rôle de filtre lumineux qui permettra de voir le déplacement du soleil dans la journée. Donc ça va être, je pense, très agréable pour les utilisateurs. Et elle sera ouverte avec un rapport à la rue Séverine qui descend du centre du Kremlin-Bicêtre, très agréable. Donc, je tenais beaucoup, moi, cette gare. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à ce qu'a dit Eva, c'est que les matériaux, pour accomplir leur destin, doivent souvent s'associer à d'autres matériaux. Et c'est ça qui est beau dans ce geste. C'est-à-dire que le béton, par exemple, si vous utilisez du béton
qui n'est pas armé, il a une résistance qui est très très faible. Et juste pour que le béton accomplisse les performances qu'on lui demande maintenant, il faut rajouter de l'acier à l'intérieur. Et pas n'importe quel acier, et pas n'importe où. C'est-à-dire que l'association du béton et de l'acier a donné ce matériau formidable que l'on a utilisé partout. Le béton de fibre, c'est la même chose. Ce béton blanc qu'on a utilisé, si on ne rajoute pas à l'intérieur des fibres qui lui donnent la résistance et qui lui permettent de tenir à la fois la structure et dans le temps, on ne peut pas faire grand-chose. Le bois dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la même chose. Si on n'y rajoute pas des pièces de métal pour lui permettre d'atteindre les porte-à-faux, on ne peut pas accomplir les choses. Donc il y a cette espèce d'assemblage de matière maintenant. Et là, je trouve que ce qu'a fait Eva rajoute une dimension supplémentaire qui est à la fois une matière qui est à la fois de la structure, puisqu'elle a utilisé du béfume, mais en même temps un message qui est artistique. Quoi. Il y a une dimension, il y a une lecture très intéressante du travail par rapport à tout ce qu'on a dit. Merci Jean-Paul Viguier, merci Eva Jospin d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode de notre série Tandem. Découvrez bientôt les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute sur notre page. Vous pouvez également nous retrouver sur www.acpresse.fr et dans les numéros papier de Béton le magazine. Moi je remercie Muriel qui a été avec moi aujourd'hui. Merci Muriel. Merci Colin, merci à nos intervenants. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.